Les gouvernements s'investissent donc dans le théâtre, n'est-ce pas? Ils créent de nouveaux programmes. D'abord, je pense que l'attribution de bourses d'études à des étudiants à partir de 1923 par le gouvernement du Québec va engager plusieurs jeunes à aller faire leur formation en Europe. La guerre, on l'a vu sous l'effet des acteurs installés à New York, notamment et en particulier l'UNIAPTF, va aussi soulever toute une série de conditions nouvelles de représentation. Et ces jeunes acteurs vont vouloir avoir des carrières professionnelles durables. Donc, ils vont travailler. Alors, de retour d'Europe, par exemple, Roux et Gascon vont fonder le TNM. Yvette Mercier-Gouin, qui est une ancienne du Montreal Repertory Theatre, va créer le Rideau Vert en 1948. Pierre Dagenet, qui est un ancien des Compagnons, mais qui passe aussi par le Montreal Repertory Theatre, va fonder l'équipe en 1941. Là, je les ai à l'envers, mais peu importe, c'est le même phénomène. Donc, ils vont donner l'essor à ces troupes. La crise économique correspond aussi avec l'essor de la radio. Donc, à partir des années 30, la radio réclame des scripteurs, des acteurs, des annonceurs, des présentateurs, un personnel, des techniciens, un personnel considérable, et donc va assurer aussi la professionnalisation de l'acteur qui va pouvoir à la fois jouer à la radio et à l'occasion se produire sur scène, même si les salaires et les cachets dans la suite de la crise sont très minimes. Il y en aura plusieurs des grandes carrières, notamment les Compagnons de Saint-Laurent, vont être littéralement avalés par la radio avant d'être avalés par le TNM. Et il y a de ce point de vue-là un certain nombre de facteurs convergents qui vont assurer la durée. Et la création réclamée depuis très très longtemps par les acteurs eux-mêmes des conservatoires École nationale de théâtre en 1954 à Montréal, 56 à Québec et à 60 encore pour l'École nationale, qui va à la fois faire venir des grands metteurs en scène et des professeurs et qui va assurer là, la formation professionnelle des jeunes comédiens. Et avec la création des grandes écoles, le statut de l'acteur change. Ça devient un vrai métier, une vraie profession. Ce n'est plus un métier de seconde zone. Ce n'est plus alors un passe-temps pour les uns ou encore le métier de gens qui viennent des classes populaires ou des quartiers défavorisés. Donc, il y a ici quelque chose qui change de façon considérable et ces acteurs-là vont aussi avoir un effet à la fois sur la durée des grandes troupes, mais aussi sur la création, par exemple, d'un milieu de la chanson. Le milieu de la chanson est créé par des diplômes d'école des conservatoires dans ces années-là. Je pense au Bozo, par exemple, ou même jusqu'à l'Institut en 68. Ce sont tous des diplômés de théâtre. Les gouvernements s'investissent donc dans le théâtre, n'est-ce pas? Ils créent de nouveaux programmes. Exactement. Alors, dans les recommandations, les suites des recommandations du rapport Massé, rapport sur le développement, l'avancement des arts, des lettres et de la culture au Canada, qui est déposé en 52-53, on aura ici la création d'un Conseil des arts du Canada. On aura aussi la création du Conseil des arts métropolitains de Montréal dans les mêmes années, puis un peu plus tard, la création du ministère de la Culture à Québec qui aura une section de théâtre. Donc, on a des subventions qui vont assurer la durée, notamment des grandes troupes comme le TNM et le Rideau Vert, et qui vont assurer aussi la formation des élèves et qui continuent à donner des bourses, parfois même des bourses d'écriture, des financements pour des tournées européennes du Théâtre du Nouveau Monde, et ce genre de choses. Donc, la construction de salles aussi. Alors, les constructions de salles vont suivre avec les grands projets des années 60, qui sont évidemment des projets qui souvent sont dessinés en fin des années 50. On aura par exemple la Place des Arts à Montréal, qui donne le Théâtre Maisonneuve. On aura le Grand Théâtre à Québec en 71 et le Centre national des arts à Ottawa pour le centenaire en 67. Alors, la création des grandes salles vient aussi avec la création de troupes institutionnelles qui vont occuper ces grandes salles, notamment au Centre national des arts, vous aurez une troupe permanente, le Trident avec la Québec aussi de la même façon. Et alors, parce qu'auparavant, on récupérait des salles, les cinémas les transformait. C'est ce que Grassin-Gignac avait fait avec la Comédie canadienne. Il avait récupéré une ancienne salle de burlesque au début du siècle, transformée en salle de cinéma, revenue à la Comédie canadienne, qui était la seule grande salle en dur régulièrement consacrée au théâtre. Ce qui est frappant dans les années 50, c'est vraiment la carence en salle.
Alors, quels sont les auteurs qui se distinguent à l'époque, Lucie, et quel genre de dramaturgie proposent-ils? Les auteurs de cette époque sont les auteurs qui sont devenus nos classiques. On parle de Grassin-Gélina qui fait créer Ticoc en 48 et puis Bouzé juste 10 ans plus tard. On a Marcel Dubé qui commence à obtenir un certain succès dans les troupes d'amateurs et au Festival d'art dramatique où il obtient les lauriers avec Zone notamment. Il va écrire par la suite il sera invité rapidement à écrire pour la télévision et pour la radio, notamment Un simple soldat dans les années 50. Toute l'œuvre dramatique de Jacques Ferron date des fin des années 40, des années 50, qui est une œuvre plus expérimentale que Ferron aurait voulu voir jouer, mais qui n'est pas vraiment dans ces années-là, depuis L'Ogre en 48 jusqu'au Grand Soleil, qui seront joués beaucoup plus tard, mais qui sont déjà écrites et publiées dans ces années-là. On a les pièces de Claude Gauvreau sont toutes écrites également, et elles sont à peu près toutes jouées aussi, bien qu'ici le succès ne soit pas au rendez-vous et toujours avec un effet scandale. Le travail de Jacques Languirand aussi, les pièces de Languirand sont presque toutes écrites au début des années 60. Languirand va se consacrer par la suite à une carrière d'animateur radiophonique jusqu'à la création de Klondike en 71, mais on pense ici à des pièces comme Les Grands Départs. Et vous avez aussi Françoise Loranger qui, elle, au contraire, fait ses débuts. Françoise Loranger commence, à l'inverse de Dubé, elle commence par une carrière de scriptrice radiophonique. Elle va écrire Sous le signe du lion, qui est d'ailleurs la seule série tournée 2 fois par Radio-Canada, avant d'écrire ces grandes pièces, dont Une maison un jour au début des années 60 et encore 5 minutes en 65.